Il y a des moments où tu comprends que ta vie vient de basculer, et pourtant tu souris. Pas par faiblesse, par calcul. C'était le jour de la remise des diplômes de notre fille. Le restaurant Le Pressoir d'Argent était plein à craquer, 50 personnes autour des tables, des flûtes de champagne qui brillaient, des rires qui rebondissaient sur les murs. Camille portait encore sa toque comme si c'était une couronne, et moi j'étais là, le cœur gonflé de fierté, à me dire que 28 ans de vie commune avaient quand même produit quelque chose d'extraordinaire. Frédéric s'est levé. J'ai pensé qu'il allait porter un toast, le genre de discours qu'il savait faire, bien tourné, un peu solennel, qui fait monter les larmes. J'ai pris ma flûte, j'ai souri. Et là il a dit, très simplement, comme s'il annonçait un changement de programme, qu'il avait décidé de commencer une nouvelle vie sans moi. Le silence est tombé d'un coup. Les fourchettes se sont figées en l'air. 50 personnes qui me connaissaient, qui avaient mangé dans notre belle demeure bourgeoise, qui avaient partagé des dizaines de déjeuners du dimanche avec nous, toutes ces personnes me regardaient. Elles attendaient l'explosion. Je n'ai pas explosé. J'ai souri et j'ai dit que je le félicitais pour son honnêteté. Puis j'ai ouvert mon sac, sorti une enveloppe ivoire et je l'ai posée près de son assiette sans un mot de plus. Sa voix a légèrement tremblé quand il a demandé ce que c'était. Je lui ai répondu de lire ça plus tard, calmement, comme si je lui tendais un menu. Ensuite, je me suis tournée vers Camille. Elle me regardait avec des yeux écarquillés, pétrifiés. Je me suis penchée, je l'ai embrassée sur la joue et je lui ai murmuré que j'étais tellement fière d'elle, que cette journée lui appartenait toujours. Je me suis levée, j'ai lissé ma robe, j'ai souhaité à tout le monde un agréable après-midi et je suis sortie. Pas un cri, pas une larme, juste le bruit de mes talons sur le parquet et derrière moi, 50 personnes qui retenaient leur souffle. Ce qui était dans cette enveloppe, Frédéric allait le découvrir. Et moi, je savais déjà tout ce qu'il ne savait pas encore. Dehors, l'été girondin m'a frappé comme un soufflet chaud, mais je l'ai accueilli avec soulagement. Pour la première fois depuis des années, je respirais vraiment. La porte du restaurant s'est ouverte derrière moi avec fracas et la voix de Frédéric a déchiré l'air, affolée, pas du tout triomphante. « Isabelle, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai continué à marcher. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais préparé ce moment depuis 3 mois. Pendant qu'il chuchotait à sa maîtresse et vidait nos comptes en douce, moi, je construisais quelque chose de bien plus solide que la colère. Je construisais un plan. Frédéric m'appelait toujours le pilier de la famille. C'était moi qui payais les factures à temps, qui mettais de côté pour les études de Camille, qui rentrait tard de chez Dumont et Associés pendant qu'il enchaînait les projets bancals. La boutique de mobilier sur mesure, par exemple, coulée en 6 mois. Moi, j'avais enterré mes propres ambitions tellement de fois que je les avais presque oubliées. J'avais envie de créer ma propre structure de conseil pour accompagner les femmes en transition, divorce, deuil, mère dépassée. J'avais les compétences, le réseau. Mais je me disais toujours après que Camille sera lancée, après que Frédéric trouvera sa voie. Quelle naïveté. Il y a 3 mois, j'ai remarqué des virements irréguliers depuis notre compte joint. 300 € par-ci, 500 par-là, rien qui m'appartenait, rien que Frédéric n'avait mentionné. Alors j'ai cherché. Un compte en cachait 4. Des virements vers des sociétés écrans, des dépenses de luxe déguisées en frais de conseil. Et puis j'ai trouvé l'appartement, en bord de mer, au Cap Ferret, au nom d'Aurélie. Le bracelet en diamant facturé la semaine même où il me demandait de réduire le budget course. Et ensuite, les messages. Il avait laissé son téléphone déverrouillé après une réunion. Des semaines de conversation avec Aurélie Fontaine, sa collègue. Celle qui était venue chez nous, qui m'avait appelé pour des conseils de carrière, qui avait chanté des chants de Noël dans notre salon. La trahison était totale, financière, affective et intime. Et c'est là que je me suis souvenue de quelque chose que Frédéric avait complètement oublié, le contrat de mariage. C'est lui qui l'avait exigé, il y a 28 ans, à l'époque où j'avais hérité d'une somme conséquente et lui n'avait que des dettes et de l'ambition. L'ironie, c'est qu'il voulait protéger ses revenus futurs. Mais moi, j'avais insisté pour qu'on y ajoute une clause de fidélité. Si l'un de nous commettait un adultère et que le mariage prenait fin pour cette raison, le fautif perdait tous ses droits sur les biens communs. L'appartement, les placements, les fonds de retraite, tout. Et cette clause, elle n'avait pas de date d'expiration.
Alors pendant que Frédéric organisait sa trahison en commandant du champagne, moi je préparais la mienne, la version légale. J'avais consulté Édouard Vaillant, un avocat spécialisé dans les divorces financiers. On avait retracé chaque virement, récupéré chaque reçu, demandé les images de sécurité, archivé chaque message. Mon dossier était béton. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déposé la demande de divorce le matin même. Elle n'était pas encore dans le système. L'enveloppe posée à côté de sa flûte de champagne contenait l'avis de tribunal, la demande de gel des actifs et une copie du contrat de mariage avec la clause de fidélité surlignée en jaune. Je ne suis pas retournée au restaurant. Je suis rentrée à la maison, celle qu'on avait achetée il y a 15 ans dans le quartier des Chartrons à Bordeaux. Celle qu'il avait promise à Aurélie dans un message que je n'étais pas censée lire. Tout avait l'air pareil. Les photos de famille, la vieille horloge, le canapé où on faisait des projets ensemble. Mais moi, j'étais différente. En montant à l'étage, j'ai ouvert le placard. Ses valises étaient là, déjà faites, cachées sous des draps. Il avait prévu de partir le lendemain matin. J'ai souri toute seule. Il se croyait le metteur en scène. C'est moi qui tenais les fils. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des amis sous le choc, des messages de Camille, même de Nathalie, la sœur de Frédéric, qui avait fait le trajet depuis Lyon. Je n'ai répondu qu'à une seule personne, à Camille. Je lui ai écrit que j'allais bien, que ce n'était pas son poids à porter, qu'on parlerait ce soir et que je l'aimais. Elle allait m'en vouloir de ne pas lui avoir dit avant. Mais elle comprendrait. Elle avait ma ténacité et le charme de son père. Un mélange dangereux et magnifique. 3 heures plus tard, j'ai entendu la Porsche piler dans l'allée. La porte d'entrée a claqué. Des pas lourds ont traversé le couloir. Isabelle. Il m'a trouvée dans le salon, l'ordinateur sur les genoux, en train de relire des documents. Calme, presque sereine. Il a brandi l'enveloppe et m'a demandé ce que ça voulait dire. Je lui ai répondu que c'était simple, que je l'aidais à démarrer cette nouvelle vie qu'il voulait tant. Sa voix est montée d'un cran. Il a dit que je n'avais pas le droit. J'ai répondu qu'il avait bien eu le droit de choisir Aurélie. On fait tous des choix. Alors il a sorti l'argument que j'attendais. Il a dit que le contrat de mariage était caduc. Je me suis levée. J'ai sorti la copie de mon dossier sans un mot, j'ai ouvert à la bonne page et j'ai posé mon doigt sur la section 12. La clause de fidélité reste en vigueur pendant toute la durée du mariage. Son avocat aurait dû lui expliquer ça, mais il n'en avait pas pris un, justement. Son visage a changé. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vu quelque chose que je ne reconnaissais plus sur ses traits. De la peur. Il a dit que je bluffais. Sa voix tremblait un peu. Je lui ai dit de lire les notes en bas de page, que j'avais toujours su qu'il survolait les détails. Il fixait la clause surlignée en jaune, les lèvres qui bougeaient sans un son. Puis il a explosé. Il m'a dit que j'avais toujours été froide, calculatrice. Ça m'a presque fait sourire. Je lui ai demandé ce qui était froid selon lui. Quitter sa femme pour une femme qui dînait à notre table ? Cacher de l'argent tout en disant à sa fille de renoncer au voyage de printemps parce que les fins de mois étaient serrées ? Utiliser la loyauté de quelqu'un comme bouclier pour sa propre lâcheté. Il a fléchi. À peine, mais c'était là. Et puis il a dit « 28 ans ensemble ». Il a demandé si ça ne comptait plus pour rien. Ça comptait tout, j'ai répondu. Et j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, comme une vieille douleur qu'on croyait cicatriser. C'est justement pour ça que ce qu'il avait fait avait brisé quelque chose d'irréparable. Il y a eu un éclair dans ses yeux, quelque chose d'humain presque. Mais je connaissais trop bien cet homme pour lui faire confiance là-dessus. On peut arranger ça, il a insisté. J'ai fait une erreur, tout le monde en fait. Frédéric, ce n'était pas une erreur. Une erreur, c'est oublier un anniversaire, égarer un chèque. Toi, tu as planifié, tu as déplacé de l'argent, tu as signé un bail, tu m'as décrite dans des messages, tu m'as traité de faible. Sa mâchoire s'est crispée. Tu exagères, il a dit. J'ai sorti mon téléphone, j'ai appuyé sur lecture. Sa propre voix a rempli la pièce. Après la remise des diplômes, je lui dirai que c'est fini. Un lieu public, c'est mieux. Elle ne fera pas de scène devant tout le monde. Puis la voix d'Aurélie. Et elle n'est au courant de rien pour l'argent. Sa réponse à lui, rien du tout. Isabelle me fait entièrement confiance. C'est sa faiblesse. Il a blêmi d'un coup. Tu m'as enregistré, c'est illégal. Pas en Gironde, j'ai répondu. Consentement unilatéral, surtout dans ta propre maison. Il a reculé d'un pas.
Il cherchait ses mots, la bouche ouverte, rien qui sortait. Finalement, il a murmuré qu'il devait passer des appels. « Commence par ton avocat », j'ai dit en attrapant mes clés. « Je dors chez Nathalie ce soir. » « Nathalie ?» Sa voix s'est brisée. « Chez ma sœur ? » « Oui, elle est en colère contre toi. Elle vous a vu, toi et Aurélie, au vernissage de décembre. Elle t'a confronté en privé. Tu as menti. Quand elle a compris que tu n'avais pas rompu, elle m'a tout dit. Ça l'a stoppé net. Il n'avait jamais imaginé que Nathalie et moi puissions être proches à ce point. C'était une autre zone aveugle pour lui. Tout le monde me trahit, il a murmuré. C'est ironique, non ? J'ai traversé la ville jusqu'au pavillon de Nathalie près de l'université. Elle a ouvert la porte et m'a serré si fort que j'ai failli perdre le souffle. Elle avait déjà parlé à Camille. Elle voulait savoir si j'allais bien. Mieux que prévu, j'ai admis. Dans sa cuisine, le vin était déjà ouvert, évidemment. Je n'aurais jamais cru qu'il irait aussi loin, elle a dit en remplissant 2 verres. T'humilier devant tout le monde, c'est une folie. C'était exactement le but, j'ai répondu. Une rupture propre, en public, pour que je ne puisse pas riposter. Le visage de Nathalie s'est fermé comme une porte. Il a toujours adoré les grandes scènes, mais là, il s'était surpassé. On s'est installé dans la véranda de Nathalie, entouré de livres et de petits cactus en pot, et j'ai tout expliqué. Les papiers du divorce, les preuves des virements, la clause du contrat de mariage qui allait le laisser avec presque rien. « Il va se battre », a prévenu Nathalie. Qui laissait ? Mon téléphone a vibré. Camille. Sa voix était tendue, presque retenue. Elle arrivait. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Elle était déjà dans le métro. « Ton père dit que tu as perdu la tête », elle a soufflé. Il dit des choses horribles, évidemment. Frédéric ne supportait pas d'être tenu responsable de quoi que ce soit. Alors, il réécrivait les faits. C'était son réflexe depuis toujours. 20 minutes plus tard, Camille était à la porte, encore dans sa robe de remise de diplôme. Le mascara avait coulé sur ses joues. Dès que j'ai ouvert, elle s'est effondrée contre moi, comme quand elle avait 5 ans. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» elle a murmuré. « Parce que je ne voulais pas gâcher ta dernière année. Tu t'étais tellement investie. » Elle a reculé d'un pas et elle a dit, la voix sèche, « Papa l'a gâché de toute façon. » La semaine dernière, il m'a expliqué qu'il ne pouvait pas m'aider pour mon déménagement à Nantes. Maintenant, je sais où est passé cet argent. Dans le salon de Nathalie, j'ai tout raconté à Camille. La liaison, les comptes, les messages, le plan du dîner. Elle n'a pas interrompu une seule fois. Puis, elle a dit simplement « Je savais que quelque chose n'allait pas. Il avait changé. » Mon téléphone a bipé. Un message d'Édouard Vaillant. Demande d'urgence acceptée. Compte gelé. Audience préliminaire fixée. Accès au fonds limité au strict minimum. J'ai montré le message à Camille et Nathalie. Camille a lu, puis elle a posé le téléphone sur la table. Bien. Il l'a cherché. C'est quand même ton père, j'ai dit doucement. Tu n'as pas à choisir un camp. Je ne choisis pas un camp, je choisis la vérité. Et à ce moment précis, la sonnette a retenti. Nathalie a jeté un œil par la fenêtre et s'est retournée vers moi, le visage figé. C'est Frédéric, et il n'est pas seul. Elle a ouvert la porte, Frédéric est entré. Aurélie Fontaine était juste derrière lui. Elle semblait déplacée, mal à l'aise. Son talon tapotait le sol sans qu'elle s'en rende compte. Elle avait 37 ans, trop vieille pour jouer les naïves, trop jeune pour prétendre avoir déjà traversé de vraies tempêtes. Frédéric, lui, était blême, la mâchoire serrée, la cravate de travers. Il a pointé son doigt vers moi. « Isabelle, arrête ce cirque. Débloque les comptes, parlons en adulte. » Camille s'est levée d'un coup. « Peut-être que tu aurais dû te comporter comme un adulte avant de tout faire exploser. » Il a cligné des yeux, comme s'il venait seulement de remarquer qu'elle était dans la pièce. « Camille, ça ne te concerne pas. »« Ça ne me concerne pas ?» elle a répété en avançant d'un pas. « Tu as sabordé ma remise de diplôme. Tu as brisé ma mère. Et tu mentais sur l'argent pendant que je faisais 2 boulots pour payer mes livres. » Aurélie a effleuré le bras de Frédéric. « On devrait peut-être partir. » Il l'a repoussé d'un geste sec. « Pas avant qu'Isabelle arrête ses caprices. » Nathalie a croisé les bras. Elle est la seule à avoir encore toute sa tête ici. Moi, je n'avais pas bougé. Calme, l'œil du cyclone. Les comptes restent bloqués jusqu'à l'audience préliminaire. Dans 3 jours, le juge examinera le contrat de mariage et le partage des actifs. Frédéric a levé les mains au ciel. 3 jours ? Et je suis censée faire comment ? Tu as ton compte personnel, j'ai dit. Celui où tu as transféré de l'argent pendant 1 an. Aurélie s'est figée. Elle s'est tournée vers lui.
Tu as un compte séparé? Avec combien? Il ne lui avait pas tout dit non plus. J'ai vu le moment exact où elle a compris. Frédéric l'a ignoré. C'est de la vengeance pure. Non, c'est de la précision. Ce n'est pas pareil. Il n'a pas répondu. Il regardait Aurélie, dont le visage venait de se décomposer entre la confusion et la trahison. « Combien tu m'as caché, Frédéric ?» Sa voix était tranchante, mais fragile en dessous. Silence. « Tu m'avais dit que tu avais des économies, que l'appartement était bouclé, que tu recommençais sur des bases solides. » Il a frotté ses tempes. « On ne peut pas faire ça ici. » « Si, elle a coupé. Parce que j'ai signé un bail avec toi. J'ai quitté mon poste en marketing. J'ai dit à mes parents que j'emménageais avec un homme sérieux. Et maintenant tu m'annonces que ta femme a bloqué les comptes et que ton contrat de mariage te laisse avec rien. » J'ai presque eu pitié d'Aurélie. Presque. Mais ensuite j'ai repensé à son rire qui résonnait dans ma cuisine pendant qu'elle buvait mon vin. « C'est pour ça qu'on ne construit pas sa vie sur les mensonges de quelqu'un d'autre, » j'ai dit doucement. Aurélie s'est tournée vers moi. Sa bouche s'est ouverte, comme pour se défendre, mais rien n'est sorti. « Je croyais qu'il te quittait parce que c'était fini, » elle a murmuré. « Je ne savais pas pour l'argent, pas comme ça. » Frédéric regardait l'une, puis l'autre, coincés entre nous deux. Nathalie a tranché d'une voix ferme. « Vous partez, ce n'est pas votre maison. » Camille a fait un pas en avant, la voix claire. « Tu savais qu'il allait annoncer ça comme ça, au soir de ma remise de diplôme ?» Aurélie avait l'air sincèrement honteuse. « Je pensais qu'il allait parler à ta mère en privé. »« Il t'a menti à toi aussi, » a dit Camille. « Comme il nous a menti à toutes. » Frédéric a tenté une dernière fois en se tournant vers moi. « Isabelle, sois raisonnable. Je ne veux pas de guerre. On peut régler ça à l'amiable. » J'ai souri. « Frédéric, c'est déjà à l'amiable. Je ne traîne pas ton nom dans la presse. Je ne te poursuis pas pour préjudice moral. J'applique simplement un contrat que tu m'as fait signer. Tu devrais me remercier pour ma retenue. » Il ne m'a pas remercié. Il est parti en claquant la porte. Aurélie a hésité une seconde, puis l'a suivi, sans se retourner. Quand la porte s'est refermée, le silence est revenu, mais différent cette fois, plus léger. Camille s'est effondrée sur le canapé à côté de moi, les larmes menaçaient encore de couler. Je n'ai jamais parlé à papa comme ça. Je l'ai serré contre moi. Tu as dit ce qui était vrai. Il n'y a rien à regretter là-dedans. Nathalie nous a tendu 2 verres de vin et a levé le sien. À un nouveau départ, à quelque chose de mieux, j'ai répondu en faisant teinter les verres. 3 jours plus tard, on entrait au tribunal aux affaires familiales. Il pleuvait, cette pluie grise et lente qui donne l'impression que le monde est suspendu entre 2 états. J'avais mis du bleu marine, sobre, professionnel, implacable. Frédéric était assis en face de moi, avec un avocat tout neuf, costume impeccable, mais visiblement dépassé par ce qu'il voyait dans cette salle. Sa posture criait l'attention. Ses yeux ne croisaient jamais les miens. La juge, une femme aux cheveux argentés, avec des lunettes de lecture posées bas sur le nez, feuilletait nos dossiers sans lever la tête. Elle a dit, en s'adressant à lui directement, « Maître, contestez-vous la validité de ce contrat de mariage ?» L'avocat de Frédéric a toussé. « Votre honneur, nous soutenons que le document est caduc au regard de la durée du mariage. » La juge a hoché la tête, tourné un onglet. Elle a lu à voix haute, article 18, durée. Le présent accord reste en vigueur pour toute la durée du mariage et de toute procédure de dissolution qui en résulte. C'est un libellé clair, sans clause d'expiration. Frédéric s'est penché vers son avocat, lui chuchotant quelque chose d'urgent. L'autre avait l'air de vouloir disparaître. La juge a continué sans s'arrêter. Le tribunal constate en outre des éléments crédibles de malversation financière, notamment des virements dissimulés et des redirections d'actifs. Cela constitue une violation des obligations de divulgation prévues à l'article 23. Elle a regardé Frédéric fixement. « Je maintiens le gel de tous les comptes joints dans l'attente de la phase de découverte. Le compte personnel de Monsieur Mercier reste accessible. Madame Mercier conserve la résidence principale pendant la procédure, conformément à la clause de fidélité. » Le visage de Frédéric est devenu écarlate. « C'est scandaleux », a-t-il murmuré assez fort pour qu'on l'entende. La juge a levé un sourcil. « Monsieur Mercier, je vous suggère de relire ce contrat attentivement. C'est vous qui l'avez signé. » Elle a frappé légèrement. « Prochaine audience dans 30 jours.
La phase de découverte devra être complète d'ici là. En sortant de la salle, Frédéric m'a rattrapée dans le couloir. « Isabelle, s'il te plaît. » Je me suis retournée lentement. « Il faut qu'on se parle raisonnablement. » « Non, Frédéric. Tu aurais dû parler avant la tromperie, avant Aurélie, avant que tu voles le moment de notre fille. » Il avait l'air blessé. 28 ans, ça doit bien compter pour quelque chose. Ça comptait, j'ai répondu doucement, jusqu'à ce que tu en décides autrement. Je l'ai laissé là, seul dans ce couloir, avec le poids de ses choix qui pesait sur ses épaules, et je suis partie sans me retourner. Les nouvelles vont vite. Des amis qui levaient leur flûte de champagne avec nous quelques semaines plus tôt appelaient pour savoir ce qui s'était vraiment passé. Certains offraient un soutien sincère, d'autres cherchaient juste une bonne histoire à raconter. Mes réponses étaient courtes. Frédéric et moi nous séparons. Ces choses arrivent. C'est tout ce que je disais, je ne devais rien à personne. Mais la façade de Frédéric n'a pas tenu longtemps. L'image du notable bordelais irréprochable, entrepreneur respecté et mari exemplaire, a commencé à se fissurer sous les regards. Le gel financier a tout accéléré. L'appartement en bord de mer au Cap Ferret disparu. La Porsche annulée. Et Mercier Conseil Patrimoine tenait à peine debout sans le soutien discret que j'assurais depuis des années. Ce que personne ne savait, sauf moi. Nathalie a appelé un matin, incapable de masquer son amusement. Aurélie était partie. J'ai levé les sourcils avant même qu'elle finisse sa phrase. Apparemment, elle avait réalisé que Frédéric n'avait pas la fortune qu'il prétendait, et que ce qui restait était bloqué devant le tribunal aux affaires familiales. J'ai ri. Elle n'avait pas signé pour les temps difficiles, celle-là. Elle avait confié à son amie Sandrine que la réalité de Frédéric ne correspondait pas du tout au fantasme qu'il avait vendu. Pendant ce temps, je reconstruisais, à ma façon. J'ai loué un petit bureau en centre-ville, fait poser une plaque en laiton. Mercier Conseil Patrimoine. Aider les femmes à reprendre le contrôle. Mes 2 premières clientes sont arrivées par le bouche à oreille. 2 femmes en plein divorce, terrifiées à l'idée de recommencer. Je leur ai montré ce que personne ne m'avait montré. Comment trouver une stabilité, comment lire un bilan financier, comment se préparer pour le tribunal, comment repartir. C'était puissant, pas seulement professionnellement, personnellement. Camille est passée 1 semaine plus tard, juste avant de prendre son poste en marketing à Nantes. Elle regardait le bureau, minimaliste et ordonné, et elle a dit tout simplement que je le faisais vraiment. Enfin, j'ai répondu en souriant. J'ai l'impression de redevenir la version de moi que j'avais enterrée il y a des années. Elle a posé la main sur mon bras. Elle était fière de moi. Elle a dit que je transformais quelque chose de terrible en quelque chose d'utile. C'était toujours ça le but, j'ai répondu. Je ne le savais pas encore, mais tout était déjà en train de se mettre en place. L'audience finale est tombée un mardi de printemps, le jour exact où nous aurions fêté nos 29 ans de mariage. Le ciel était sans nuages, l'air tiède, les oiseaux bruyant dans les arbres devant le tribunal. Le genre de matin que Frédéric aimait appeler parfait pour rouler sans destination. Sauf qu'aujourd'hui, il était parfait pour autre chose. Je suis arrivée tôt, tenue sobre, couleur neutre, talons discrets. Une sorte de calme que je n'avais pas eu à construire, il était là, naturellement. Frédéric est entré 10 minutes après moi. Le regard vide, le col légèrement froissé. Cette assurance qu'il portait autrefois comme une seconde peau avait disparu, remplacée par quelque chose de plus flottant, presque égaré. Son avocat, plus âgé que le précédent, avait l'air de quelqu'un qui colmate des brèches depuis des semaines. La juge n'a pas perdu de temps. Elle a feuilleté les documents, relevé la tête et prononcé sa décision d'une voix posée. Le contrat de mariage est maintenu dans son intégralité. La répartition des biens respecte les termes de la clause de fidélité. La belle demeure bourgeoise reste à Madame Mercier. Les investissements communs sont divisés 70% contre 30% en faveur de la partie non fautive. Les comptes-retraites sont alloués en conséquence. Un coup de marteau, c'était terminé. Frédéric ne m'a pas regardé pendant l'audience. Il fixait un point devant lui, la mâchoire serrée. Dehors, dans le couloir, il s'est approché. Sa cravate était de travers.
Il avait le visage de quelqu'un qui comprend trop tard le prix exact de ce qu'il a fait. Il a dit à voix basse : « Isabelle, j'ai commis une erreur terrible, je le sais maintenant. » Il a hésité. Est-ce qu'il y aurait une chance ? Pas de revenir à ce qu'on était, juste quelque chose. J'ai secoué la tête doucement. Non, Frédéric, cette porte est fermée. Il a hoché la tête lentement, comme si ma réponse avait enfin posé quelque chose en lui. Il a dit qu'il espérait que je trouverais le bonheur. J'ai répondu que c'était déjà fait. Et c'était peut-être la seule conversation vraiment honnête qu'on avait eue en des années. La dernière aussi, probablement. 6 mois plus tard, Mercier Conseil Patrimoine tournait bien. J'avais pris un espace plus grand, recruté 2 collaboratrices. Les clientes arrivaient régulièrement. Des femmes qui traversaient un divorce, une perte, un tournant brutal. Je les aidais à comprendre ce qu'on leur avait dit être trop complexe pour elles. Je les regardais repartir, plus solides, plus lucides, moins terrorisées. C'était comme respirer vraiment, après des années dans une pièce sans fenêtre. Et pour la première fois depuis longtemps, mon identité ne dépendait plus de personne d'autre. Je n'étais plus simplement la femme de Frédéric, plus seulement la mère de Camille. J'étais Isabelle Mercier, conseillère, intervenante, quelqu'un qui avait traversé la tempête et qui pouvait maintenant aider les autres à s'y orienter. Camille est venue passer un week-end. Elle venait d'être promue dans son poste en marketing à Nantes et elle voulait fêter ça en m'emmenant déjeuner. Entre 2 bouchées de saumon grillé, elle m'a regardée et elle a dit « Tu sais ce qui est ironique ? Si papa avait juste été honnête dès le début, il aurait peut-être gardé la moitié. » J'ai ri. Il n'arrivait pas à voir au-delà de sa propre fiction. C'était toujours ça, sa vraie faiblesse. Elle s'est penchée vers moi. « Mais toi, tu as transformé quelque chose de sombre en quelque chose de solide. » Je lui ai répondu que je n'avais pas cherché à me venger. J'avais juste cherché à survivre. Et en faisant ça, j'avais trouvé mieux. Ce soir-là, j'ai marché dans les couloirs de la maison. Ma maison, maintenant. Plus de mots pesés avant d'être dits. Plus de secrets qui flottent dans l'air. Juste une lumière douce, le parquet qui craque doucement sous mes pas et quelque chose que je n'aurais pas su nommer avant. La paix. Je me suis arrêtée devant le miroir du couloir. Je me regardais et je ne me reconnaissais pas tout à fait, mais dans le bon sens. Pas plus jeune, pas plus froide, juste certaine. Frédéric loue maintenant un appartement modeste dans un quartier calme. Son cabinet, qui fonctionnait en grande partie grâce à ma ligne de crédit et à ma vision stratégique, s'est considérablement réduit. Aurélie Fontaine est passée à autre chose depuis longtemps, vers quelqu'un avec moins de bagages et plus de liquidité. La plupart de nos amis communs ont fini par se tourner vers moi quand la vérité a éclaté. Certains ont présenté des excuses, d'autres sont restés silencieux, ce qui en disait autant. Je n'ai gardé aucune rancœur. Pas parce que j'avais pardonné dans le sens noble du terme, mais parce que je n'en avais plus besoin. Je n'étais plus dans l'ombre de cette trahison. J'en étais sortie complètement, et la lumière de l'autre côté était bien plus grande que je ne l'imaginais. Certaines trahisons vous brisent, d'autres vous révèlent à vous-même. Et si vous avez la chance, ou simplement la volonté, elles font les 2 à la fois. Est-ce que quelqu'un vous a un jour sous-estimé en croyant vous connaître mieux que vous-même ? Racontez-moi ça en commentaire. Je lis vraiment chaque message. Et si cette histoire vous a donné quelque chose, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'on peut tout recommencer et que c'est souvent là la plus belle des réponses.